Le diabète, ça touche aussi les enfants. On voit ça tout de suite avec mes invités. Avec moi sur le plateau, le docteur Jacques Beltran. Vous êtes pédiatre diabétologue à l'hôpital Necker Enfants Malades. Et aussi Marc Hanauer, vous êtes le père d'un enfant diabétique de type 1. Vous êtes président de l'association Entraide. Entraide, c'est www.entraide, alors ENTRED-Paris, le tiret du 6.fr. Hein, ça va défiler à l'écran parce que c'est un peu compliqué, vous inquiétez pas. Alors pour commencer, on va planter un peu le décor. Le diabète, qu'est-ce que c'est? Alors le diabète, c'est très simple. Le diabète, c'est avoir trop de sucre dans le sang. Il y a deux types de diabète. Le diabète de type 2, qui est le diabète des sujets adultes, qui touche essentiellement des patients qui sont en obésité. Le diabète de type 2, c'est une complication en général de l'obésité. Et le diabète des enfants, qui est le diabète de type 1, qui est une maladie auto-immune, qui là n'est pas du tout liée à l'obésité et qui est liée à une perte de production d'une substance qui s'appelle l'insuline par le corps de l'enfant. Donc le diabète de type 1, si j'ai bien compris, c'est celui qu'on appelle le diabète insulinodépendant. Hein, c'est ça, et le diabète de type 2, c'est plutôt celui où il y a un défaut d'assimilation du sucre. Alors dans le diabète de type 1, les enfants n'ont plus d'insuline, c'est pour ça qu'on dit qu'il est insulinodépendant puisqu'il faut redonner de l'insuline aux enfants. Dans le diabète de type 2, les patients ont toujours un peu d'insuline, mais elle a du mal à agir à cause notamment de l'obésité. Et c'est pour ça qu'on l'appelle insulinodépendant, puisque au début de la maladie, on peut la traiter par des comprimés. Pour ceux qui nous regardent, ils vont regarder leur taux de glycémie. Hein. Alors à jeun et en journée, qu'est-ce que c'est? On va les rassurer, les bons chiffres. Alors une glycémie normale, c'est 1 gramme par litre. C'est autour de 1 gramme par litre. Après, ça peut monter un petit peu et descendre dans la journée. Quand on a le diabète, avant le début du traitement, on est sur des glycémies à 2 grammes, 2 grammes 50, 3 grammes. Donc vous voyez, 2 à 3 fois la normale. Oui, donc là, il faut s'inquiéter. Marc Hanauer, alors vous êtes le père d'un enfant qui a du diabète de type 1, qui souffre de diabète de type 1. Il s'appelle Maxence. Et il a été détecté à 5 ans. Exactement. Voilà, exactement. Comment ça s'est passé? Eh bien, nous étions tout d'abord en vacances, donc période de ski, et puis effectivement... Ça n'a pas de rapport, on peut partir en vacances tout à fait, et ne pas avoir du diabète. Hein. Mais ça peut expliquer pourquoi on ne l'a pas forcément détecté suffisamment vite. Ouais. Parce que du coup, Maxence commençait à boire beaucoup d'eau. Mais bon, on est au ski, dans les appartements il fait chaud, il y a du chauffage électrique, on a tous très soif, on a fait beaucoup d'activités, donc ça ne nous a pas inquiétés. Il a recommencé aussi à faire un petit peu pipi au lit, ce qui était pas tout à fait son habitude, mais bon, à 5 ans, ça pouvait arriver. Vous vous êtes dit, il n'est pas dans son environnement normal. Exactement, mais là, ça commençait à devenir un petit peu important. Et puis, il mangeait aussi beaucoup, mais bon, on a de l'appétit, on est au ski aussi, donc tout va bien. Et en fait, à notre retour de vacances, les signes ont continué comme ça pendant encore quelques jours. Et c'est sa grand-mère maternelle qui nous a alertés en disant ça me fait penser, exactement, voilà. On ne le dira jamais assez, ça nous fait un petit peu penser au diabète, mais en disant comme ça, donc peut-être vous devriez voir le médecin. Et effectivement, on commençait à s'inquiéter, lui-même commençait à s'inquiéter parce qu'il ne trouvait pas ça non plus tout à fait agréable de boire autant, d'aller tout le temps aux toilettes. Et puis la nuit, c'est quand même un vrai problème. Et donc nous sommes allés voir en fait son pédiatre qui a soupçonné entre guillemets le diabète de type 1 en disant oui, vous devriez aller faire une prise de sang pour vérifier, mais on n'a pas fait d'ailleurs une urgence pédiatrique, c'est-à-dire que normalement effectivement on aurait peut-être dû partir tout de suite aux urgences en fait dès les soupçons en question. Finalement donc on a fait cette prise de sang de contrôle. Quand j'ai vu les résultats et notamment le taux de sucre dans le sang qui était quand même très très élevé, on était à plus de 3 grammes d'ailleurs à ce moment-là. Là j'ai dit que c'est clair, faut qu'on Là, vous avez foncé chez Necker et ensuite on vous a dit que c'était une urgence. Exactement, et qu'on est passé d'ailleurs devant tout le monde, c'est impressionnant. Alors justement, docteur Beltran, les signes qui doivent nous alerter, qu'est-ce que c'est? On en a vu quelques-uns là, mais on va les scanner ensemble. Les deux principaux signes qui doivent alerter, c'est un enfant qui boit beaucoup et qui fait beaucoup pipi. Donc boire beaucoup, ça s'appelle la polydipsie, et faire beaucoup pipi, c'est la polyurie. Quand je dis boire beaucoup, c'est un enfant qui se met à boire 2, 3, voire 4 litres d'eau par jour. C'est des choses qui arrivent sur quelques jours, hein. Ces symptômes, c'est des symptômes qui peuvent se mettre en place sur quelques jours chez les petits-enfants. Chez les enfants plus grands ou chez les adolescents, ça peut se mettre en place sur quelques semaines. Mais c'est souvent des choses dont les parents se rendent compte, parce que c'est vraiment une quantité d'eau anormale, et c'est un enfant qui ne peut pas passer une nuit, par exemple, sans se lever 3-4 fois pour aller uriner. Donc ça, c'est les deux principaux signes. Il y en a d'autres?
Un autre signe qui doit inquiéter les parents, c'est un enfant qui était un grand enfant qui était propre et qui se remet à faire pipi au lit, c'est-à-dire un enfant par exemple en primaire qui se remet à faire pipi au lit alors qu'il était propre depuis des années. Ça, c'est aussi un signe qui doit alerter. Il existe 2 autres signes. La perte de poids, mais ça en général elle est très progressive, donc elle passe souvent inaperçue, et ce qu'on appelle la polyphagie, c'est-à-dire un enfant qui se met à avoir très très faim, et notamment très très faim pour le sucre, et malgré le fait qu'il mange beaucoup, il perd du poids. Mais encore une fois, les 2 principaux signes, c'est le fait de boire beaucoup et de faire beaucoup pipi. On l'a dit, c'est une urgence, il faut le souligner. Voilà, quand un enfant présente ces 2 signes, il faut aller voir son pédiatre ou son médecin. Et plus il est petit, plus c'est une urgence, c'est ça? Plus il est petit, plus c'est une urgence. Hein. Le diabète, ça existe dès l'âge de 6 mois. Et chez les petits-enfants, ça peut évoluer très vite en quelques jours. Il faut aller voir son pédiatre qui va réaliser une mesure de sucre dans le sang qui va poser le diagnostic. Vous dites que ça peut évoluer très très vite. Ça peut évoluer vers quoi? Des comas Alors le corps ne peut pas bien fonctionner sans insuline. Donc quand on a un diabète de type 1, on doit rapidement recevoir de l'insuline. Et c'est vrai que si le traitement n'est pas fait, les enfants peuvent évoluer vers ce qu'on appelle une acidocétose, qui est une complication sévère du diabète, qui peut être potentiellement grave pour les enfants. Marc, alors justement, les traitements, on en parle. C'est lourd, les traitements multi-injections? Alors c'est lourd, alors effectivement il y a plusieurs types de traitements. Dans le cas de Maxence, c'est un traitement par stylo, donc il a des stylos d'injection qui permettent de lui injecter plusieurs fois par jour de l'insuline, à peu près à chaque repas, puis une insuline qui lui sert aussi tout au long de sa journée à assimiler de manière très régulière aussi les glucides. C'est quoi, c'est 5 injections par jour à peu près? En fait à chaque repas, plus effectivement le soir, plus éventuellement un goûter, voilà, quand il y a des choses un peu exceptionnelles. Donc c'est vrai que c'est contraignant, c'est assez lourd, et globalement c'est, voilà, comme on dit, c'est à vie, c'est tout de suite. Il le fait lui-même? Alors, il se trouve que Maxence, à 5 ans, c'était un petit peu difficile, mais très très rapidement, en fait, et notamment grâce, peut-être qu'on en dira un mot, à l'association d'aide aux jeunes diabétiques, il a pu partir sur des séjours thérapeutiques qui ont commencé à lui apprendre à faire ça. Donc, un de ses objectifs, c'était d'être assez autonome là-dessus, vers l'âge de 7-8 ans notamment, parce qu'il voulait pouvoir aller faire des goûters ou aller dormir chez des copains, sans qu'on soit forcément derrière son dos en permanence, à lui courir après avec un stylo d'injection. Et donc, il a pris le pli de savoir le faire. Donc il sait le faire. Évidemment, quand on est là, il préfère qu'on le fasse à sa place. On s'en charge, et bien évidemment. Mais il est devenu assez rapidement autonome. Et notamment pour les mesures de glycémie, pareil, très rapidement. Les conséquences sur la vie de tous les jours, régime, activité sportive, tout ça, comment il vit? Alors, on a essayé de minimiser au maximum son impact. Et même au contraire, je dirais, on ne s'est absolument rien empêché, lui non plus. C'est-à-dire qu'il est extrêmement sportif, il fait du judo, il fait du tennis, il fait plein d'activités. Et ça n'a jamais été un frein. Simplement, c'est une question d'organisation. Donc il y a des moments où effectivement, il faut gérer, il faut contrôler, il faut resucrer. Il faut vérifier effectivement que le taux de glycémie est à peu près correct tout au long de la journée. En termes de régime alimentaire, finalement, c'est pareil. Finalement, on a presque été obligé de rajouter plus de féculents. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient aussi un apport de glucides suffisant, parce que la difficulté, c'est de trouver un équilibre permanent entre l'activité de l'enfant, ce qu'il va manger, et la quantité d'insuline qu'il va injecter. Parce que si on injecte trop d'insuline, il va risquer donc des hypoglycémies, donc un énorme coup de mou. Mais en revanche, si il mange trop, il va avoir hyperglycémie, donc c'est pas bon non plus. Et notamment toujours être dans l'équilibre. Il faut toujours être dans la veille. L'équilibre et de contrôle. Au niveau scolaire? Alors, au niveau scolaire, il va très bien. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, c'est aussi un choc, entre guillemets, quand l'enfant sort de l'hôpital et revient en milieu scolaire, parce que ça se fait à peu près au milieu de l'année. Enfin, on était au mois de mars-avril. Donc, c'est compliqué parce qu'il faut aussi réadapter de ce point de vue-là. Mais vous avez éduqué aussi les... Et donc, voilà. Donc, tout de suite, on a essayé aussi de mettre en place un petit peu une formation. C'est-à-dire qu'on a essayé d'être le plus didactique possible pour expliquer aux gens que ça allait bien se passer, qu'il n'y a pas de frein à l'intégration, pas besoin de mettre en place des paniers repas, par exemple, à la cantine. Tant que la nourriture est équilibrée, ce qui est normalement le cas dans les écoles françaises, pas de souci de ce point de vue-là. Donc, quelque chose qui est effectivement à faire et à répéter finalement à chaque année. Donc, vous avez fait un travail de pédagogie. Alors, on va revenir plus en détail sur les traitements. Les injections d'insuline, c'est à vie? Alors, l'insuline, c'est une hormone qui est vitale pour l'organisme. Hein. On ne peut pas vivre sans insuline. Le traitement par insuline, c'est donc un traitement à vie chez les enfants. Chez les enfants ou chez les adultes qui sont diagnostiqués avec un diabète de type 1. Voilà. Cette insuline, malheureusement, elle ne peut pas se donner par la bouche. Ça n'existe pas, les comprimés d'insuline. Actuellement, elle ne peut que s'injecter sous la peau. Et notamment, il faut l'injecter avant chaque repas, puisque l'insuline permet au sucre de l'alimentation d'être utilisé par l'organisme. C'est ça qui fait que ce sucre ne stagne pas dans le sang et qui permet d'être utilisé par les organes.
Donc actuellement, on injecte cette insuline, soit à l'aide de stylos pré-remplis d'insuline, soit ce qu'on appelle des pompes à insuline qui infusent de l'insuline en permanence sous le sang de l'enfant. Cette insuline, la dose, elle va être choisie par les parents en fonction de l'alimentation, mais aussi en fonction de la glycémie, ce qui veut dire que l'enfant doit au moins 5 fois par jour mesurer son taux de sucre dans le sang pour pouvoir adapter ses doses d'insuline. À partir de quel âge ils sont autonomes? Ils savent calculer en fonction de leur taux de glycémie l'injection? Alors l'autonomie, c'est comme pour tout, c'est un processus d'apprentissage qui s'acquiert tout au cours de l'enfance et de l'adolescence. Pour réaliser des glycémies, les enfants arrivent à les faire très rapidement. En général, en début de primaire, ils arrivent à faire des glycémies. Interpréter un chiffre, c'est plutôt en milieu de primaire. Faire des injections, c'est souvent fin de primaire ou au collège. Et puis savoir calculer précisément sa dose, c'est souvent tardif. C'est plutôt au lycée que les adolescents sont capables de faire ça. Il y a un espoir assez rapidement, c'est le pancréas artificiel. On en est où là-dessus? Alors, les principal espoir que vont connaître les patients, c'est ce qu'on appelle le pancréas artificiel, c'est-à-dire une pompe à insuline qui va être reliée à un capteur de glycémie, ce qui fait que l'enfant va recevoir en temps réel la quantité d'insuline qui correspond à ses besoins, en se préoccupant moins de son traitement. Donc il y a un système français qui est actuellement extrêmement avancé, qui s'appelle Diabeloop, qui a déjà été essayé chez l'adulte et qu'on est en train de tester chez l'enfant, qui marche très très bien et dont on espère qu'il va pouvoir grandement améliorer la qualité de vie des enfants, qui, comme vous dites, auront un peu moins à se préoccuper de leur diabète, puisque c'est la machine qui le fera pour eux. On arrive quasiment à la fin de l'émission, ça passe très très vite. Comment va Maxence? Il va très bien, il va rentrer en 6e là, en septembre. Ok, c'est super, donc voilà. Vous allez repartir en vacances. Exactement. Ils passent leur temps en vacances. Quelques mots sur l'association. Alors l'association Entraide, c'est une association de famille en fait, qui est donc liée à l'AJD, donc l'aide aux jeunes diabétiques. Et notre rayon d'activité, c'est plutôt Paris et sa proche banlieue. Et l'objectif, c'est effectivement de faire en sorte que les familles se rencontrent, discutent, échangent un peu leur expérience. Mais également aussi, on essaie de travailler notamment avec le milieu scolaire pour faire justement un peu des interventions pour faire en sorte que les enfants soient mieux intégrés à l'école. Quelques conseils aux parents d'enfants diabétiques? Alors, on le sait, quand ça arrive, le diagnostic c'est un choc, c'est injuste, c'est compliqué. Il ne faut surtout pas se décourager. On a plein d'expériences et plein de familles nous le disent. Au bout d'un moment, on arrive à gérer. C'est des choses qui se gèrent. Certes, il y a toujours des choses compliquées à gérer, mais c'est tout à fait faisable et on peut tout à fait vivre normalement et en pleine forme avec un diabète de type 1 tant qu'il est bien pris en charge. En quelques secondes, il faut vraiment le prendre en charge le plus rapidement possible. C'est le meilleur sésame pour ne pas avoir de complications plus tard, c'est ça? Le meilleur sésame, c'est que l'enfant soit pris en charge le plus rapidement possible dans une équipe de pédiatrie pluridisciplinaire, c'est-à-dire avec des médecins, des infirmières, des diététiciennes, des psychologues qui vont apprendre à la famille à gérer le traitement grâce à l'éducation thérapeutique et qui vont prendre en charge l'enfant et sa famille dans sa globalité. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez appris plein de choses sur le diabète de type 1 et que vous allez être très vigilants. Merci à tous d'être passés sur le plateau. Merci Marc Hanauer. Je rappelle le site de votre association, c'est www.entraide-paris.fr. Il faut citer aussi l'AJD, www.ajd-diabète.fr. Merci Dr Jacques Beltran. À très bientôt pour un nouveau numéro et d'ici là, portez-vous bien.